En prélude à l'application effective de la prime présidentielle promise par le chef de l'État aux militaires congolais, une délégation de l'Inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, séjourne à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Venue de Kinshasa, cette mission officielle a pour objectif principal l'identification des bénéficiaires potentiels de cette prime dans la région. Aussitôt arrivée, la délégation a été reçue en audience dans le cadre de ses échanges de travail avec les autorités locales. À l'issue de la rencontre avec le gouverneur, le chef de la délégation a confirmé à la presse que leur mission consiste à procéder à une identification rigoureuse et transparente des militaires éligibles à cette prime exceptionnelle annoncée par le président de la République. Il a également tenu à préciser que cette prime ne concerne que les militaires engagés dans les zones opérationnelles actives, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, où se déroulent soit des opérations de grande envergure contre les groupes armés. Il s'agit donc d'une reconnaissance ciblée des efforts et des sacrifices consentis par les troupes en première ligne sur le front, dans des conditions souvent difficiles. Le motif de notre arrivée au Maniema, c'est pour venir contrôler les militaires actifs et physiques des forces armées qui sont dans le secteur du Maniema. C'est en prélude de la paix et de la prime que le commandant suprême a promis aux militaires qui œuvrent dans ces zones opérationnelles, a fait savoir le chef de la délégation à la presse du gouvernorat. Il convient de noter que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis l'augmentation de la solde des militaires à $500 américains. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est présenté ce mardi 3 juin 2025 devant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvande Mambou, dans le cadre de l'instruction préjudictionnelle de l'affaire relative au présumé détournement des fonds affectés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Après audition, il est reparti du parquet en homme libre. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'instruction préjuridictionnelle est loin de se clôturer, elle se poursuit. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, sera de nouveau devant le procureur général, Firmin Mvande, le vendredi 6 juin prochain. Cette fois-là pour présenter ses moyens de défense. De quoi est-ce qu'il a été question au cours de cette première convocation ? À en croire les éléments en notre disposition, cette première invitation adressée à Constant Mutamba par le parquet général près la Cour de cassation a été consacrée à l'identification de l'incriminé et à l'information des accusations portées contre lui. Accompagné de son avocat conseil, mais Tarsis Matadi Wamba, Constant Mutamba a, dès son arrivée, été identifié par le parquet général près la Cour de cassation. Le PG l'a ensuite informé des préventions à sa charge. Après cette procédure, le procureur général Firmin Mvande Mambou lui a accordé 48 heures pour revenir lui présenter ses éléments de défense à sa décharge. Soulignons que durant cette instruction préjuridictionnelle, le procureur général près la Cour de cassation peut inviter le ministre de la Justice autant de fois qu'il le voudra. Question d'éclairer sa religion dans cette affaire. C'est après examen approfondi des éléments de défense qui seront présentés par Constant Mutamba que le parquet général près la Cour de cassation va décider s'il s'agira de classer l'affaire sans suite ou de transmettre le dossier à la Cour de cassation pour fixation et début du procès. Rappelons que cette instruction préjuridictionnelle est consécutive à l'autorisation accordée par l'Assemblée nationale à la requête du procureur général Firmin Mvande Mambou. Ce dernier accuse le ministre de la Justice de détournement présumé de 39 millions de dollars alloués à la construction d'une maison carcérale à Kisangani, dans la province de la Tshopo, lesquels fonds étaient destinés à financer la réparation des victimes de la guerre de 6 jours. Le ministre de la Justice est aussi accusé d'avoir violé la procédure requise en matière de passation des marchés de gré à gré. Ce 3 juin, à l'occasion de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU, la RDC a été élue parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026 à 2027. Cette élection marque une nouvelle étape dans l'engagement de la RDC en faveur de la paix, de la sécurité et du multilatéralisme. C'est en ces termes que la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, s'est réjouie de l'élection ce mardi de la RDC parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période allant de 2026 à 2027. Alors que le pays est secoué depuis fin 2021 par une crise sécuritaire dans sa partie orientale, suscitée par la résurgence de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, sa présence prochaine dans cette instance décisionnelle importante des Nations Unies est perçue comme un grand avantage. Dans son discours de campagne le 31 mai dernier, Félix Tshisekedi avait promis que la RDC, une fois membre du Conseil de sécurité,
plaidera pour des mécanismes qui privilégient la prévention des conflits, la réconciliation et le règlement pacifique des différends, et surtout une meilleure articulation entre paix, sécurité et développement. Plus en détail, le chef de l'État congolais avait fait part de la volonté de son pays à continuer à promouvoir avec force les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, instruments fondamentaux pour la reconstruction des sociétés post-conflit. La RDC peut-elle vraiment peser dans les décisions ? Le siège de membres non permanents donne accès à de nombreuses responsabilités et une place de choix dans les débats sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Toutefois, il ne donne pas le droit de veto, une exclusivité des 5 membres non permanents: États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine. Mais le pays ne peut pas se plaindre des dernières décisions prises par le Conseil de sécurité sur la situation dans l'Est. Dans sa résolution 2773, signée à l'unanimité en février dernier, le Conseil de sécurité avait condamné fermement l'offensive menée par le M23 et les avancées qu'il réalise dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise. Présenté par la France porte-plume sur le dossier congolais, le texte exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et de ses alliés rwandais. Si la grosse tâche semble avoir été réalisée, la présence au Conseil de sécurité ne sera pas sans importance. Elle aura surtout le mérite de continuer à exercer la pression sur le respect de cette résolution, qui a un caractère obligatoire et imposable à tous, mais qui jusqu'ici n'est pas respectée par le Rwanda, qui maintient la présence de ses troupes dans l'est de la RDC. Une question à vous poser par rapport justement à l'actualité. L'actualité au pays, c'est les séjours à Goma de Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie et ancien président de la République. Vous êtes sénateur. Le Sénat a levé les immunités, a enlevé les immunités de Joseph Kabila dernièrement. Et au lendemain, Joseph Kabila a prononcé un discours. 24 heures après, il se retrouve à Goma. Aussitôt arrivé à Goma, il a visité les centres de formation des militaires de Rumangabo. Il a commencé des consultations. Une opinion estime que les séjours de Kabila à Goma, c'est pour laver Kagame. Votre réaction? Bon, peut-être que on va voir comment on va procéder. On aura un mot à dire sur l'ensemble du discours. Mais ce que je peux dire à ce stade, par rapport à votre question, je ne sais pas qui a conseillé ça, mais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que le président israélien a un devoir, une obligation de réserve. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le président, je l'appelle toujours président. C'est un peu comme l'enseignant, on appelle toujours maître. Oui. L'ancien président, quand j'ai suivi son intervention, j'ai retenu un peu ce qui suit, brièvement. Il a fait une communication, le réquisitoire contre le régime actuel. Et de ce réquisitoire, il conclut que voilà, militaire, il a prêté serment pour servir le pays. J'essaie de traduire, je ne fais pas de mot à mot, jusqu'au sacrifice suprême. En fait, qu'il reprend. Il reprend du service. Du service en disant, maintenant, il va se battre, pour ne pas dire, il va combattre contre la dictature. Et il termine en lançant un appel aux hommes en uniforme, aux militaires, à la population, pour en fait se soulever contre ce qu'il appelle le régime des dictatures. Ok? Grosso modo, c'est cela. Si vous autorisez, je prends un peu, pour qu'on se comprenne, l'aspect réquisitoire. C'est pas lui seul qui l'a fait. Mais lui, je crois qu'il faut un peu plus de modestie. Parce que le président Kabila a régné pendant 18 ans, à moins que je me trompe. Et à l'issue de ce règne-là, ça correspond à peu près, si c'était aux États-Unis, à 4 mandats. Oui, 4 mandats. Chez nous ici, c'est 3 mandats et demi. Mais
qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé cet héritage toxique, comme je les appelle. Cet héritage toxique, si vous autorisez. Premier héritage, l'armée. Une armée composée d'hommes et de femmes courageux, patriotes, mais une armée démoralisée. Une armée désarticulée, une armée démotivée et une armée désarmée. Combien ont-ils été formés, les militaires? Qu'est-ce que Kédi a trouvé comme matériel de guerre? Armes, munitions et tout. Et surtout, parfois, je me pose la question, comment s'est-il fait que le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée par un embargo décrété par le Conseil de sécurité. J'ai eu à expliquer ça, un embargo qui portait non seulement sur l'approvisionnement en armes, mais sur la formation. La formation. Et pendant ce temps, ceux qui ont décidé l'embargo laissaient M. Kagame acheter les armes qu'il veut. Partout, il y a eu même des chefs d'État. Rappelez-vous, je ne vais pas citer le chef d'État d'un pays. Il était, je crois, l'année passée, il y a 2 ans, au grand maximum, à Kigali, et il a dit que voilà, son pays lui-même, ils vont donner des armes, ils vont doter l'armée rwandaise de dernières technologies, de technologies de pointe en matière militaire. Ce pays-là distribuait les armes aux groupes armés qui combattaient contre notre pays, ils continuaient à combattre sans contrôle. Et il a envahi notre pays sans condamnation et encore moins de sanctions. Et tout ça, le régime précédent s'est tu. Il a laissé les choses aller de cette manière-là. C'est pour ça que je dis une armée démotivée, désarmée. Voilà un héritage très préjudiciable qu'il fallait et qu'il faut gérer. Bon, je vous épargne, vous connaissez, parce que oui, parce que la question consistait à vous demander en bref. J'en viens, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Un deuxième héritage toxique, les groupes armés, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Est-ce que les groupes armés sont nés sous le règne de Tshisekedi? Ils sont là depuis longtemps, depuis lui. Et s'ils continuent, parce qu'on est dans l'actualité, avec l'M23, c'est parce qu'on n'a pas solutionné la question de groupes armés. C'est très clair. Si vous êtes malade et que la maladie est récurrente, ça signifie que soit on a mal diagnostiqué, soit qu'on n'a pas soigné comme il faut. Mais il paraît que les groupes armés, c'est pas pour vous interrompre, ont été multipliés pendant le régime actuel. Hein. Il y en avait quelques-uns, mais maintenant nous en sommes au niveau de 100. Ah, je ne crois pas. J'ai eu quand même l'avantage d'être tout le temps au Parlement. Non.